Nous semons des graines. Nous semons même en hiver, quand tout est gelé. Nous semons des choses qui ne craignent pas le froid. Nous semons par conviction, sachant que le printemps viendra inévitablement et que tout ce que nous avons planté germera. Oui, c'est un travail de longue haleine, mais ce sont ceux qui planifient à long terme qui finissent par l'emporter. Oleksandra Matvichuk, prix Nobel. Mesdames les ambassadrices, mesdames, messieurs, chers amis, merci d'être présents ce soir à l'Institut français. Nous nous retrouvons pour cette rencontre autour du film Zelensky, à l'occasion des commémorations des 4 ans de l'invasion russe à grande échelle contre l'Ukraine et pour affirmer notre solidarité pleine et entière avec le peuple ukrainien. Je voudrais saluer très chaleureusement nos éminents invités et je remercie également très sincèrement le directeur du festival Master of Art, partenaire de cette projection, et son directeur, Nayo Titsin. Et sans plus attendre, j'ai l'honneur de donner la parole à Madame l'ambassadrice, avant de donner la parole à Madame l'ambassadrice d'Ukraine. Madame l'ambassadrice. Merci beaucoup, Luc, et merci d'avoir organisé cette soirée. Madame l'ambassadrice, chère Olesya, Madame Ariane Chemin, Madame Colin Lebedev, Monsieur Yves Jolan, Madame Tatiana Waxbach, Monsieur Nao Titsin, Mesdames et Messieurs, chers amis. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir pour la projection du documentaire Zelensky, présenté dans le cadre du festival Master of Art. Ce film, largement salué par le public et la critique, nous réunit pourtant dans un contexte qui demeure douloureux. Plus de 4 ans après le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, près de 12 ans après le début de la déstabilisation de l'Ukraine par la Russie, la guerre continue d'imposer son épreuve à la société ukrainienne jour après jour. Cette dernière est confrontée à une violence extrême, destruction massive, pertes humaines, exactions, villes meurtries, millions de personnes déplacées. Mais elle fait aussi preuve d'une résistance exceptionnelle, militaire, civique et morale, qui force notre admiration. Dans ce contexte, je veux redire simplement que la France demeure pleinement engagée aux côtés de l'Ukraine. Nous soutenons sa souveraineté, son indépendance et son intégrité territoriale. Avec nos partenaires européens et internationaux, nous poursuivons nos efforts pour qu'une paix juste, solide et durable puisse être construite, fondée sur le droit international. Car ce qui se joue en Ukraine concerne aussi l'avenir de la sécurité européenne et le respect des principes sur lesquels repose notre continent. Mais notre solidarité ne consiste pas seulement à apporter ce soutien militaire et diplomatique indispensable. Il s'agit également de comprendre le courage d'une nation confrontée à la guerre, de tenter d'approcher ce qu'elle fait aux hommes et aux femmes qui la vivent, aux sociétés qu'elle transforme, aux décisions humaines qu'elle impose. C'est aussi à cela que travaille notre réseau culturel, en France comme à l'étranger. Depuis le début de la guerre, d'agression russe à grande échelle, nous avons accueilli et accompagné de nombreux artistes ukrainiens, soutenu la circulation de leurs œuvres, organisé des rencontres, des expositions, des projections, afin que la voix de la culture ukrainienne continue d'être entendue en Europe. C'est dans cet esprit qu'a été lancée la saison consacrée à l'Ukraine en décembre dernier, qui mobilisera encore durant les prochaines semaines l'ensemble de notre réseau culturel pour faire connaître les créateurs, les écrivains, les cinéastes de l'Ukraine et rappeler que même en temps de guerre, une culture continue de créer et de faire que tout un peuple demeure debout. La projection et le débat de ce soir s'inscrivent pleinement dans cette démarche. Rendre visibles les expériences humaines et rendre hommage, au-delà d'une personnalité d'exception, à la force d'une nation tout entière. Je remercie très chaleureusement toutes les personnes présentes ce soir, à commencer par ma collègue ukrainienne, son Excellence Madame Olesya Ilashuk, le directeur du festival Master of Arts, M. Nayo Titsin, ainsi que l'ensemble des partenaires qui ont rendu cet événement possible. Merci à tous, Slava Ukraine, et merci de votre attention. Son Excellence, Madame l'ambassadrice d'Ukraine. Добър вечер! Здравейте на всички!
Уважаеми господин директор на Френския институт, уважаема госпожа посланник, скъпа Мари, уважаеми директор на фестивал Master of Art, уважаема госпожо Ариан Шемен, уважаема госпожо Лебедева, уважаеми господин министр, скъпи приятели, дами и господа. Днес отново сме заедно на още едно събитие в подкрепа на Украйна. Позволете ми най-напред да изразя своята искрена благодарност към Френския институт и към посолството на Френската република в България. И за това, че сте рамо до рамо с нас, че последователно подкрепяте украински народ и че помагате гласът на истина на Украйна да звучи по-силно. Благодаря на филмовия фестивал Master of Art и на нашите френски колеги за инициативата. Благодаря и на режисьорите на филма за тяхната отдаденост, за впечатляваща им работа и за личното им присъствие тази вечер. Благодарение на съвместните усилия и на нашите български приятели и на колегите от дипломатически корпус провеждаме седмица на подкрепа за Украйна в България. Седмица, в която 24 февруари остава завинаги дата, разделила живота ни на преди и след. 4 години от руската война срещу Украйна. Навлизаме в 5-та година. Днес е 1464-я ден от тази вероломна агресия и от тази ужас. Украинците броят дните. Броим дните до пролета, броим дните до нашата победа. Броим всеки ден след 24 февруари 2022 година. Защото всеки ден може да бъде последен. Руските войска ежедневно обстрелват мирни градове и села с дронове, с крилати ракети. И въпреки това, всек нов ден доказва, че ми по-силни, отколкото светът се предполагал. И по-силни, отколкото самите ние сме вярвали, че сме. Тази силата е сила на съпротивата, силата на духа, силата на вярата, силата на праведния гняв и силата на настойчиво търсене на справедливостта. Нашата устойчивост се превърне в нова част от нашата национална идентичност. Но това е не просто борба за оцеляване. Ние се борим за бъдещето. За нашето бъдещето и за бъдещето на нашите деца. За правото да бъдем украинци. За правото да бъдем свободни. За правото да бъдем господари в собствена си земя. Борим се и в памет на нашите предци, станали жертва на руските геноциди и репресии през векове. Знаем последствията от руската имперска политика и унищожаване на всичко украинско. Забранява ли си да говорим народния си език? Забранява ли си ни да пеем украинските песни? Забранява ли се да ни имаме своят театър? И в продължение на повече от 3 века ни е налагано чувство за малоценност и срам да бъдеш украинец. Цветът на нашата нация е бил изтезван, уморяван от глад и разстрелван. Но последни 4 години доказаха, украинците са били. Те са и те ще бъдат. Украина е била, е и ще пребъде. Вашата подкрепа е не просто жест
на солидарност към народата в беда. Тя е съзнателен избор в защитата на основополагаещи принципи на човешкото достоинство, на правото за самоопределение, на свободата, на законно право на независимост и нашата териториалната цялост. Това, което беше едно от най-голямото постижение след Втората световна война, днес отново трябва да бъде защитавано и то с оръжие в ръка. И отново се плаща с най-високата цена с живота на хиляди и хиляди моите сънародници и на всички, които застанаха рамо до рамо с Украйна. Ние имаме подкрепата на нашите международни партньори и съюзници. Тя е многостранна и жизненно важна. Без нея нямаше да имаме шанс да спрем агресора. 4 години украинският народ и украинските герои удържат руските окупатори. Но да спрем агресора означава не просто да го възпрем, а да направим така, че неговата агресия, шантаж и терор да бъдат прекратени завинаги. Това е единствената гаранция за устойчив, траен, справедлив мир. Мир, за който се бори цяла Украйна, начело с президента Володимир Зеленски. И днешната прожекция е още един принос към укрепването на международната подкрепа на моята страна. Украйна принадлежи към европейското пространство, исторически, културно и ценностно. И ние се борим, за да приближим деня, в който ще бъдем заедно в една мирна, обединена и силна Европа. Благодаря ви за внимание, благодаря ви за подкрепа и само заедно към общата победа и към мечтаното мирно и сигурно утро. Слава на Украина! И да живее България! Alors d'abord, je voudrais présenter nos invités. Alors j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Ariane Chemin, grand reporter au Monde, écrivaine, spécialiste de grands récits politiques, de portraits littéraires aussi. D'ailleurs, nous avons quelques ouvrages de Ariane qui sont là, notamment un portrait magnifique consacré à Milan Kundera. Donc voilà. Yves Geland, réalisateur de magnifiques documentaires qui nous parlent de politique, d'art, d'histoire et de personnalités d'exception, comme nous allons voir ce soir. Vous êtes tous les deux les auteurs du film. Nous avons également le grand honneur d'accueillir Anna Colin-Lebedev, maîtresse de conférences à l'Université Paris-Nanterre, politiste, sociologue, spécialiste de l'Ukraine, de la Russie également. Vous intervenez très régulièrement dans les médias en France et il y a 2 de vos ouvrages qui sont présentés ici. L'un notamment Jamais frères avec le point d'interrogation et puis La force des faibles qui sera d'ailleurs, je crois, l'intitulé de la conférence que vous allez tenir demain à la Nouvelle Université bulgare. Et enfin, j'ai l'immense plaisir aussi d'accueillir Tatiana Waxberg. Vous êtes rédactrice en chef de Radio Free Europe pour le Bureau Sofia. Vous êtes journaliste, essayiste, documentariste et bien d'autres choses encore. Et merci donc à vous 4 d'avoir accepté notre invitation pour ces échanges ce soir. Ma première question va peut-être se tourner davantage vers mes 2 auteurs du film, Ariane et Yves.
On en a discuté tout à l'heure lors du déjeuner. Nous avons dit qu'il y avait peut-être plusieurs façons de raconter le destin de l'Ukraine, de raconter cette guerre. Vous avez fait un choix, c'est de raconter l'histoire, ce qui se passe à travers un portrait, celui de Volodymyr Zelensky. J'ai envie de vous poser cette question, qui est une question large, mais je suis certain que la réponse sera passionnante. Pourquoi ce choix ? Et pourquoi il vous a semblé essentiel de raconter non seulement un chef d'État, un chef de guerre, mais aussi l'homme, son enfance, son parcours, son environnement ? Donc voilà, c'est une question qui est adressée à vous deux. Qui veut commencer, Yves ou Ariane ? Yves. Et après Ariane. Bonjour, merci à toutes et à tous de votre présence si nombreuse, si chaleureuse, et on est ravis de voir cette salle aux couleurs de l'Ukraine, le jaune du blé et le bleu du ciel. Non, il eût fallu commencer par Ariane, parce que même si elle n'aime pas que je le rappelle, c'est quand même elle qui est à l'origine de ce film, elle qui m'a proposé de partir avec elle en Ukraine, dans ce qui fut une longue, difficile et belle aventure. J'ai effectivement, Zelensky réunit mes deux passions, qui sont mes passions d'enfance, la politique et les artistes. Et c'est pour ça, je crois, qu'Ariane a fait appel à moi, mais pourtant, j'ai plus l'habitude de tourner dans ma langue, dans mon pays, la France. Je n'avais jamais mis les pieds en Ukraine. Je savais à peu près que c'était un pays quelque part entre la Pologne et la Russie. Maintenant, je connais le nom des oblasts et je sais que l'Ukraine est en Europe. Ariane était, et elle le dira, beaucoup allée en Ukraine depuis le début de l'invasion à grande échelle. Et elle avait fait un portrait de Zelensky pour le journal Le Monde que j'avais lu, les 5 vies de Volodymyr Zelensky en 5 parties. Je connaissais un peu Ariane et donc elle a fait appel à moi parce que j'avais notamment réalisé un film sur Chaplin. Et Luc, vous disiez à l'instant, vous citiez le titre d'un des livres que je vais m'empresser de lire, La force des faibles. Il se trouve que dans mon documentaire que j'avais consacré à Chaplin, sans savoir encore, Zelensky, quand j'ai fait ce film, était à peine président, je cite la force des faibles, la force du faible pour Chaplin. Et on en reparlera peut-être plus tard, parce que je vais laisser la parole. Et effectivement, quand Ariane m'a appelé, j'ai pensé à Chaplin, et j'ai pensé au Festival de Cannes où j'avais été l'année d'avant, et où Chaplin était intervenu en direct. Depuis Kiev, c'était Chaplin, bon voilà, ça y est, on est en plein dedans. Où Zelensky était intervenu en direct du Festival de Cannes, c'était juste après Boutcha. Il avait dit en duplex lors de l'ouverture du Festival de Cannes, le discours du dictateur. Et voilà. Et donc, j'ai mis un peu de temps avant de dire oui, mais ça a été l'élément déclencheur. Ensuite, je ne savais pas qu'on serait allé si loin dans cette aventure pour faire un film, le film que vous allez voir ce soir. Pardon. Ariane ? Non, mais Yves l'a très bien dit. En fait, c'est quelqu'un, évidemment, que tout le monde entier, au sens propre, connaît, Volodymyr Zelensky. Et pourtant, à l'époque, en 2022 et en 2023, on ne savait pas très bien qui il était. C'est-à-dire qu'on ne connaissait pas, en calculant dans nos têtes, on se disait, bon, l'Union soviétique s'est effondrée en 1991, donc il avait 14 ans, donc ça fait quand même une enfance soviétique. Mais c'était quelque chose qu'on ne disait pas tellement, notamment quand il a été élu en 2019, parce que ce n'était pas quelque chose qu'il souhaitait mettre en avant, je pense. Et donc c'est ça qui nous a intrigués au début. Et effectivement, moi, je connaissais les films d'Yves qui s'est approché comme personne les politiques. Et effectivement,
je savais que j'avais lu que l'un des cinéastes préférés de Zelensky, c'était Charlie Chaplin, et j'ai senti qu'il ne fallait pas que ce soit un réalisateur qui soit spécialiste de la guerre. On parlait beaucoup de réalisateurs, il fallait que ce soit quelqu'un de russophone, qui connaisse le front, et je savais très bien que ce n'est pas ça qu'il fallait pour raconter Zelensky, et c'est pour ça que le savoir-faire d'Yves a été évidemment essentiel. Il est l'auteur il est réalisateur de ce film, et je trouve que tous ses choix de réalisation, vous le verrez, sont très intelligents parce qu'il a choisi de le raconter comme on n'avait pas l'habitude de le faire. Et moi, la vérité, c'est que comme Yves, avant 2022, je ne connaissais pas l'Ukraine, j'avais un œil complètement vierge. J'ai eu simplement une indignation de ma génération de voir qu'une agression comme ça était possible en Ukraine. Et on sait, de toute façon, même si ça a été dit et redit, que le choix de Zelensky de ne pas accepter de constituer un gouvernement provisoire en Pologne ou de se réfugier dans un autre pays européen, le choix de rester, eh bien, ça restera dans l'histoire. Et quoi qu'il arrive, c'est vrai qu'il restera dans l'histoire. Et donc, j'ai eu envie au départ, et puis après, on a continué avec Yves, de savoir qui était ce garçon qui avait 14 ans en 1991, qui se fait élire, qui apprend l'ukrainien à toute allure quand il se fait élire en 2019, qui commence un mandat, ça se passe pas très bien quand il est président de l'Ukraine, les premières années ne sont pas bonnes, il s'effondre dans les sondages, et tout d'un coup, c'est souvent dans des circonstances tragiques ou importantes qu'un homme se révèle. Et bien en 2022, tout d'un coup, il devient l'un des leaders politiques les plus connus de la planète. Et pendant votre travail, on va le voir d'ailleurs dans le film, vous avez rencontré Volodymyr Zelensky. Et j'ai envie de vous poser cette question à vous deux. Est-ce que vous avez rencontré un Volodymyr Zelensky différent de l'image que l'on peut se faire de l'extérieur, à l'international, en France, ici en Bulgarie peut-être? Qui veut répondre à cette question? Je vais laisser Yves répondre, mais ce qui est vrai, c'est qu'on a eu d'abord en face à nous quelqu'un qui maîtrisait parfaitement sa communication. Parce que je peux vous dire que c'était pas facile à obtenir comme rendez-vous. On est passé c'était une série de montagnes russes. Et ça, c'est sûr que c'est quelqu'un qui a été un producteur, le directeur d'une grosse agence de production de films. Il ne faut pas oublier son passé non plus. C'était une sorte d'homme d'affaires. Et donc, le contrôle de la maîtrise de la communication, c'est très important, évidemment, en temps de guerre, et ça, c'est quelque chose qu'il savait faire. Alors après, la rencontre, Yves va vous la raconter, elle était très particulière, parce que d'abord, on n'a pas été forcément son premier choix. Il aime bien les youtubeurs, il aime bien les influenceurs. Arte, c'est une chaîne européenne. Mais ce qui a été le plus difficile pour nous, c'est qu'on avait quand même un parti pris très étrange, en tout cas pour lui, c'est-à-dire qu'on lui a posé des questions sur son enfance, chose dont il n'avait pas forcément envie de parler, et aussi des questions sur lui, et il n'aime pas parler de lui, parce qu'il a quand même la décence de comprendre qu'en temps de guerre, évidemment, c'est pas le moment de se mettre en avant. Et puis, je pense que c'est le choix de réalisation de Div qui va vous en parler, qui a emporté la décision, et là, on a eu un homme qui a accepté de jouer le jeu. Pour répondre à la question de Luc, non, on a été surpris. D'abord, Ariane vient de le dire, mais c'était très compliqué d'avoir cet entretien. J'avais même imaginé le film uniquement à travers les hommes et les femmes qui ont jalonné la vie de Zelensky, de l'enfance jusqu'à la présidence, et qu'on pouvait raconter Zelensky sans forcément interviewer Zelensky. Je m'étais fait à cette idée-là. On est allé 3 fois en Ukraine en 2024, 3 semaines à Kryvyi en février, donc en hiver. On est retourné 1 semaine en Ukraine à Kiev au printemps et 1 semaine encore l'été, au mois d'août. C'était le dernier jour du dernier tournage qu'on a pu enfin obtenir cet entretien-là. Et en fait, quand on était dans les archives, quand j'ai échangé avec Lisa Vapnet, qui nous a rejoint dans l'aventure, qui cherchait les archives, notamment les images de lui comme jeune saltimbanque, on voyait évidemment, et tout le monde en parle, la métamorphose d'un homme. Et donc, on se disait, voilà, c'est vraiment un petit trublion de Kryvyi Rih qui va se transformer en chef d'État et surtout en chef de guerre. Et on pensait qu'il avait vraiment changé, et on le voit changer. Quand on l'a vu, on a vu le chef de guerre, mais l'enfant était toujours là.
le sourire était toujours là. Et ça a été la surprise, j'allais dire la bonne surprise, avec la difficulté qui était la nôtre, Ariane vient de le dire, c'est-à-dire qu'on demandait à cet homme, en pleine guerre, c'était une semaine où Kiev a été particulièrement bombardé, mais j'ose même pas le dire tellement c'est tout le temps. On allait lui demander, raconter l'histoire d'un homme qui fait rire le pays au moment où le pays pleure. Et c'était ça la difficulté, c'est-à-dire qu'il aurait pu très bien nous dire, mais j'ai autre chose à raconter que mes années au KVN, mes années Quartal 95, quand je faisais le pitre, alors qu'aujourd'hui, c'est la guerre et le pays est ensanglanté. Donc, malgré ça, il a compris cette démarche, que c'était aussi raconter la vie, c'était sa vie, mais c'était aussi la vie de l'Ukraine. Et donc, oui, cette surprise-là, à laquelle on ne s'attendait pas, on est peut-être tombé aussi au bon moment, on lui a posé peut-être les bonnes questions, montré les images au départ auxquelles il ne s'attendait pas et qu'il a mis dans une situation où cet entretien avec le président Zelensky était comme une bulle, le temps était suspendu et le comédien était toujours là. Et je le redis, l'enfant était aussi toujours là. C'est-à-dire qu'on avait le gosse de Kryvyi Rih, ce petit juif soviétique, d'une certaine façon, à l'enfance soviétique dont parlait Ariane dans ses papiers, dans son article du Monde, dans son enquête. On l'avait aussi devant nous et on a pu comme ça tourner les pages de sa vie. Et effectivement, cet entretien a changé considérablement le film. Alors je sais que votre film a été présenté dans de nombreux endroits, on en a discuté tout à l'heure, ça a été en République tchèque, en Géorgie, aux États-Unis et bien d'autres endroits encore, en Moldavie, puis ce soir à Sofia, en Bulgarie. Est-ce que vous l'avez présenté en Ukraine ou y a-t-il un projet de le présenter ? Je sais que c'est Yves, il tient beaucoup et Yves, il a raison, il dit il faut qu'on aille à Kryvyi Rih montrer ce film. C'est vrai que ce serait super, même si, alors évidemment, je pense que les Ukrainiens connaissent quand même beaucoup mieux la vie de Zelensky que les Européens. Hein. Je pense que, mais parfois on oublie. Je sais qu'il y a des images d'archives qui ont surpris Zelensky lui-même. Je pense à cette image d'archive, Yves, tu vas me corriger, où c'est une série qui n'est pas Serviteur du peuple, où il est lui-même terrassé par un Ivan le Terrible et il est par terre, les bras en croix, mort. C'est dans Serviteur du peuple, pardon. Et lui-même, Volodymyr Zelensky, quand on lui a montré, il a été un peu surpris, parce que c'est vrai que c'est pas facile de montrer une image comme ça, un président qui est agressé par Moscou. Donc, je pense que ce serait vraiment bien de le montrer en Ukraine. Pour l'instant, la vérité, c'est que je suis sûre qu'on le fera, mais je pense qu'il faudrait commencer par Kryvyi Rih. Effectivement, je rêve de présenter ce film-là, de retourner. À la fois de faire 2 projections, une à Kryvyi Rih, sa ville natale, et une à Kiev. C'est pas simple. En 2024, quand on allait à Kiev, c'était par rapport à d'autres villes où je ne suis pas allé, où Ariane a été, comme Kharkiv par exemple, ou dans le Donbass, ou même à Kryvyi Rih, où il y avait plus de bombardements. Quand on allait à Kiev, c'était l'endroit où on était un peu en sécurité d'une certaine façon. C'est plus le cas maintenant du tout. Ce qui n'empêche pas évidemment que les cinémas sont ouverts, que les théâtres également. Moi je rêve de cette projection où on pourrait réunir, comme je le fais quand je fais des films en France. Je réunis tous les personnages du film et voilà, je rêve de cette projection dans une Ukraine en paix et victorieuse, avec Zelensky au premier rang, qui soit président ou plus président, entouré de ses institutrices et de ses amis. Voilà un vœu que je forme ce soir. Merci. Je vais peut-être me tourner maintenant vers Anna, parce qu'effectivement, nous avons parlé d'une personnalité d'exception, mais cela ne suffit pas, évidemment, pour comprendre l'Ukraine et sa résilience. Et derrière toute trajectoire individuelle, il y a une société tout entière. Donc, chère Anna, je voudrais la première question peut-être que je voudrais vous poser, c'est
C'était en partant d'un entretien que vous avez accordé tout récemment pour Pierre Aski, je crois, et qui m'a beaucoup marqué, et qui, d'une certaine façon, un peu, peut-être reprend les propos de Madame l'ambassadrice. Vous expliquez, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on ne comprend pas toujours en France, et peut-être dans d'autres pays européens, vous expliquiez lors de cet entretien que pour la société ukrainienne, cette guerre est vécue comme existentielle, et que donc, pour tous les Ukrainiens, à quelques exceptions près peut-être, mais pour tous les Ukrainiens, une victoire russe signifierait persécution, violence massive, disparition de l'État ukrainien. Et vous avez employé un mot qui est très grave, mais je reprends. Vous avez dit un pays qui est peut-être confronté à un possible processus génocidaire. Je pense que c'est important, même le mot est grave, mais je pense que c'est important de le reprendre. Et je voulais, autour de ces éléments-là, que vous nous expliquiez davantage pourquoi donc ce que l'Ukraine vit aujourd'hui est essentiel pour cette nation. Merci beaucoup et un grand merci à l'Institut français et à l'ambassade de France d'organiser cette projection et cet événement. Je pense que le film vous aidera également à comprendre cette chose que l'on ne sait pas toujours en fait quand on pense à l'Ukraine confrontée à cette guerre, c'est que c'est un pays qui ne sait jamais, depuis son indépendance, ne s'est jamais pensé en guerre, n'a jamais pensé qu'il serait ainsi l'objet d'une agression brutale de la part de son voisin. Et rien en fait ne prépare Volodymyr Zelensky que vous allez voir, dont vous allez voir l'histoire à l'écran, mais rien ne prépare non plus les gens de son entourage, et rien ne prépare tous les Ukrainiens ordinaires à se retrouver un jour à prendre les armes et à combattre. Mais néanmoins, en fait, on a une nation qui, vous voyez, quand on pose la question, quand un institut de sondage pose la question aux alentours de 2010-2011, quelles sont pour vous les menaces que vous voyez, de manière générale, les menaces que vous voyez pour votre pays? Il y a toute une liste de menaces, les problèmes économiques, la faiblesse des services publics, la corruption, le terrorisme, l'incompétence de nos dirigeants. Beaucoup de choses sont déroulées, mais la guerre, la possibilité d'une guerre arrive tout en bas. Et il y a 3% d'Ukrainiens qui disent nous serions menacés par une agression armée de la part de la Russie. Donc c'est inimaginable et rien dans la vie de ces personnes en fait ne les prépare à se retrouver ainsi agressés engagés dans une guerre d'abord sur une partie de leur territoire à partir de 2014 et puis à partir de 2022 sur la totalité de leur territoire. Et pourtant, si on a une nation entière qui se réorganise, c'est précisément parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté dans l'intention russe. Aujourd'hui, on parle beaucoup de territoire, de négociations sur où est-ce que passera la ligne d'un cessez-le-feu, qu'est-ce que les Ukrainiens sont prêts à céder ou à ne pas céder. En réalité, les Ukrainiens ne pensent pas en kilomètres. Ils pensent d'abord en vie humaine. Les personnes qui se retrouvant sous la domination russe vont être confrontés à ce que l'on voit également dans le film, à la violence perpétrée par la Russie, par l'armée russe, sur tous les territoires qu'elle occupe. Ce qu'ils ont vu dans les villes de Boutcha et de Irpin lorsqu'elles ont été libérées par l'armée ukrainienne. Ce qu'ils savent de ce qui se passe dans les territoires occupés par la Russie ne leur laisse aucun doute. En fait, Moscou ne cherche pas à prendre le contrôle. Moscou ne cherche pas à installer un État russe normal. Ce qu'il cherche, c'est à effacer ce qui fait l'Ukraine. Peut-être laisser installer un pouvoir fantoche peut-être, mais surtout effacer la langue, effacer l'autonomie de
de la décision, le fait de la possibilité de choisir leur choix de vie, et effacer la trace de tous ces hommes et femmes qui résistent. Donc aujourd'hui, alors ça, voilà, moi je m'intéresse beaucoup quand je travaille sur l'Ukraine, non seulement à l'armée, aux forces armées, mais aussi à tous ceux extrêmement nombreux qui dans la société font quelque chose pour la défense de leur pays, hein, qui vont organiser l'approvisionnement des forces armées et aider l'armée, ceux qui vont aider à évacuer les blessés, ceux qui vont aider les vétérans, ceux qui vont faire tourner en fait l'économie pour que la vie continue à avoir lieu dans des conditions normales, pour que la Russie n'ait pas tout effacé. Tous ces hommes et toutes ces femmes, quand je les interroge sur leur projection, sur la raison qu'ils ont de tenir encore, alors que la fatigue est immense après ces 4 années de guerre de haute intensité, ils me disent tous la même chose. Si la Russie arrive ici, je sais que je ne survivrai pas. Je sais que mes proches ne survivront pas. Qu'on sera parmi les personnes emprisonnées, torturées et possiblement exécutées. Et dans ces cas-là, il n'y a pas le choix. C'est ça l'intention, voilà, l'intention qui est perçue de la part de Moscou et qui fait aussi que même lorsqu'on n'a jamais tenu une arme à la main, même lorsqu'on n'est absolument pas capable de tenir une arme, parce que tout le monde n'est pas capable pour tout un tas de raisons de tenir une arme, même lorsqu'on ne peut pas partir de chez soi pour une raison ou une autre pour partir au front, eh bien on a une société tout entière qui est vraiment engagée dans la défense du pays, chacun à l'endroit où il peut, et une société tout entière qui sait que la Russie ne le lui pardonnera pas. Concernant les dates, justement, on a souvent tendance en France à penser que tout démarre à partir de 2022 et de l'invasion à grande échelle en 2022. Et je crois que vous proposez un calendrier qui est différent, notamment 2014, qui est un moment fondateur. Est-ce que, Anna, vous pourriez nous en dire davantage ? Oui, je pense qu'on a tout à fait intérêt à ne pas avoir un regard trop centré sur les 4 années de guerre de haute intensité, comme s'il ne s'était rien passé auparavant. Alors, pour bien faire, il faudrait en réalité remonter bien plus loin, comme le fait le film d'ailleurs. Hein, et le fait de remonter dans ces dernières années soviétiques où grandissent les Ukrainiens et les Ukrainiennes qui sont les adultes de 40 ans aujourd'hui, je pense qu'il est absolument central pour comprendre aussi comment ils se voient, comment ils voient leur rôle dans la société, comment ils voient leur état, etc. Mais pour moi, en fait, la période minimale à laquelle il faut qu'on fasse attention, c'est la période à partir de 2014, donc l'annexion de la Crimée par la Russie, qui est un premier acte d'agression armée, et la guerre dans le Donbass, pour comprendre leur résistance aujourd'hui. Parce qu'en fait, l'Ukraine n'est pas... Le fait de dire, vous voyez, l'Ukraine n'est pas en guerre depuis 4 ans, mais l'Ukraine est en guerre contre la Russie depuis 12 ans, c'est dire aussi que depuis 2 ans, en fait, les Ukrainiens pensent et construisent en fait leur manière de résister. Et si ils ont eu la capacité, et c'est très impressionnante, par exemple, de réagir très vite le 24 février de 2022, c'est parce que précisément, il y a eu des choses construites depuis 2014. Avec la certitude qu'ils étaient en guerre. Lorsque la Russie annexe la Crimée et commence les insurrections armées dans le Donbass, l'armée ukrainienne, cette armée qui est si aguerrie aujourd'hui, est dans un état lamentable. Depuis des années, elle est sous-financée, ses effectifs ont énormément diminué, la corruption est massive, le financement est inexistant, il ne permet même pas de payer les salaires des militaires, sans même parler d'une modernisation. Les experts vont dire, au printemps 2014, enfin fin février 2014, il y a 6 000 hommes prêts à prendre les armes et combattre en Ukraine. Et donc, en fait, les Ukrainiens, qui comprennent très bien cette situation et qui voient un État puissant qui est en train de les attaquer militairement, comprennent
que c'est à chacun en fait de s'engager, que l'État ne pourra pas faire, qu'il aura besoin en fait d'aide de citoyens, de citoyens ordinaires. Et ces Ukrainiens qui ne se sont jamais imaginés en guerre, eh bien, en 2014, ils sont extrêmement nombreux à aller s'engager volontairement, alors même qu'ils n'ont jamais tenu une arme entre les mains. Je raconte, moi j'ai rencontré à partir de 2014-2015 pas mal de ces personnes et j'ai énormément d'anecdotes. J'ai des anecdotes de ces garçons qui mentent quand on leur dit « est-ce que vous avez une expérience militaire ?» qui disent oui, bien sûr, et qui montrent leur maniement du fusil alors qu'en fait ils ont tenu le fusil de leur oncle une fois dans leur vie et tiré un renard dans le poulailler. Je raconte ces hommes d'un certain âge qui cachent leur maladie pour partir au front. Je peux parler de ces hommes et ces femmes qui gardent leur emploi civil et qui, au printemps 2014, en fait, le week-end, prennent des jours de congé, prennent leur voiture, roulent jusqu'au front, combattent, reviennent après le week-end et reprennent leur travail. Parce que si c'est ça qu'ils peuvent donner, si c'est 3 jours par mois qu'ils peuvent donner, ils donnent 3 jours par mois. Et en fait, ces années, vous voyez, après, très rapidement, l'armée ukrainienne s'est réorganisée, a commencé à se structurer. Les citoyens ont demandé des réformes en fait, à ces forces armées. Mais je pense que voilà, on a les années 2014-2022 sont des années où dans les médias, on n'a plus du tout parlé de la guerre en Ukraine, dans la guerre dans le Donbass, très peu. Les amis journalistes n'arrivaient absolument pas à vendre des sujets à leur rédaction portant sur la guerre dans le Donbass, ou très rarement. On avait l'impression que c'était des années où il ne se passait rien. Or, dans une société qui est sous la menace, il se passe énormément de choses. Et donc ces années ont été des années de transformation incroyables pour énormément d'Ukrainiens. Et ça les rend aussi, le fait d'avoir fait tout ça, aujourd'hui, ça les rend, vous voyez, une fois de plus, la fatigue est immense, les problèmes sont extrêmement nombreux, mais ils sont tellement fiers en fait d'avoir parcouru ce chemin, hein, qui fait d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui. Et aujourd'hui, en fait, les Ukrainiens ne faisaient pas du tout confiance à leur État avant 2014. Aujourd'hui, les Ukrainiens sont fiers de leur État. Et la guerre apporte des destructions et un malheur injustifiables, mais en Ukraine, elle n'a pas apporté que ça. Elle a apporté une immense fierté et elle a apporté aussi des processus de transformation dont les Ukrainiens sont fiers aujourd'hui. Merci. Ariane, Yves, Tatiana, est-ce que vous avez envie de réagir justement à ce que vient de nous dire Anna, peut-être Tatiana? Voilà, il faut que ça soit remontier le son vert. Oui, j'aimerais bien intervenir, sauf que j'avais presque les mêmes questions que Luc. Et puis, vous avez parlé des lumières jaunes et bleues des couleurs ukrainiennes. Est-ce que vous êtes baladé un peu dans les rues? Vous avez eu le temps? Oui, vous avez noté au moins un drapeau ukrainien quelque part? Parce que vous êtes dans un... À Sofia. Oui, à Sofia. À Sofia. Ah oui, pardon. Oui, à Sofia. Alors, pas encore, parce qu'on s'est levé très tôt et j'ai fait la sieste. Mais à partir de demain, c'est prévu. Mais chaque fois qu'on va dans un pays étranger, pour présenter le film, c'est une chose qui nous marque dans un sens ou dans l'autre. La Moldavie et Chisinau, il y a des drapeaux ukrainiens et européens, et partout, en Géorgie. En Géorgie, c'est le plus impressionnant à Tbilissi. Là, on va avoir la surprise. Oui, parce qu'on est en Union européenne, vous savez. Et vous n'allez pas... Je parle de Tbilissi. De Tbilissi, oui. Non, moi, je parle de Sofia, par contre. Oui, c'est que... moi, je vais plutôt donner une idée... j'aimerais plutôt donner une toute petite idée sur le public bulgare qui va voir ce film. Ça ne correspond pas au public qu'on a ici, parce que ça, c'est un public très... comment dire... élevé.
faut mettre le micro un peu Ah, plus. d'accord. Mais le sentiment, mon sentiment à moi, qui vit à Sofia, c'est que je vis dans un pays qui ne se rend... Dans une ville, ok. Dans une ville qui ne se rend pas compte qu'elle vit en temps de guerre européenne. Parce que ça, les drapeaux ukrainiens, les couleurs ukrainiennes, je ne les vois pas. Alors, et d'autre part, il y a quelque chose qui donne un contraste et qui donne plutôt, c'est les chiffres des sociologues donnent plutôt une source d'optimisme. Ça ne correspond absolument pas au sentiment que j'ai en tant que citoyen qui marche dans les rues. Et selon ces chiffres, le soutien pour la Russie s'est carrément effondré après le début de la guerre. Alors, quand je dis il s'est écroulé, ça ne veut pas dire qu'il y a seulement 1 ou 2% de soutien pour Poutine, rien à voir. Il y a à peu près 20% de soutien pour Vladimir Poutine et son régime, sauf qu'avant la guerre, il y en avait 58. Et qu'on parle d'un pays qui a de riches traditions de gratitude à l'égard de la Russie. Et bon, ça, c'est quelque chose qui m'est venu à l'esprit quand vous avez noté les couleurs de l'Ukraine. Mais par contre, j'ai une question, parce que moi, dans mes réflexes, c'est plutôt de poser des questions que de répondre. Et j'ai une question à vous deux, les auteurs de ce film fabuleux. Quand vous vous êtes retrouvés à Kryvyi Rih, est-ce que vous vous attendiez à ce que vous allez voir? Quels étaient les sentiments? Parce que ça, c'est la deuxième question qui me vient à l'esprit, après la question de Luc, si vous vous attendiez à ce que Zelensky représentait. Et Kryvyi Rih, oui, sa cité natale. Comment ça vous a impressionné? D'abord, ce qui m'a impressionné, mais pour ceux qui ne sont pas allés à Kryvyi Rih du temps de l'URSS, vous le verrez dans le film, mais encore qu'on n'arrive pas à s'imaginer l'immensité de cette ville qui est, on le dit, 2 fois l'étendue de Los Angeles. Donc c'est immense et c'est plusieurs villes les unes après les autres. Et donc on essayait de se représenter et on avait avec nous un assistant interprète ukrainien originaire de Kiev qui n'avait jamais mis les pieds à Kryvyi Rih encore et qui se disait « Ah ben dis donc, je vois mon président un peu différemment, dire qu'il a grandi ici ». Donc il y a beaucoup d'Ukrainiens qui n'ont jamais été là-bas. Ce n'est pas la ville la plus touristique, hein, on va dire ça gentiment, mais c'est une ville extrêmement polluée mais attachante où le minerai de fer donne cette couleur de rouille un peu partout. Quand on est parti en février là-bas, il y a eu d'abord un assez long repérage. Moi, j'avais fantasmé, imaginé, en partant en plein hiver, filmer Kryvyi Rih sous la neige, Kryvyi Rih blanche, presque romantique, oui. Enfin, on pense toujours aux images. Hein. On se dit, on va à l'est, et donc Thibaut Delavigne, le chef opérateur, avait acheté des bottes extrêmement chaudes. Or, l'hiver 2024 n'avait rien à, des gants, etc. L'hiver 2024 n'avait rien à voir avec l'hiver 2026. Et on a eu la pluie et 12 ou 14 degrés et il faisait vraiment pas froid. Mais on avait donc ce ciel de plomb. Et effectivement, on se dit qu'en voyant cette ville, ça raconte aussi l'homme qui est devenu Zelensky, mais aussi une partie de l'Ukraine et aussi ses camarades, parce qu'il faut dire que
une grande partie de l'entourage de Zelensky, encore aujourd'hui, moins qu'au début de sa présidence, mais vient de cette ville-là également. Et donc, avoir grandi à Kryvyi-Rih, ce n'est pas rien. Voilà. Donc, j'imaginais pas une ville aussi grande. Et les décors, on en a filmé beaucoup plus, sont d'une certaine façon formidablement cinématographiques. Voilà. Même si c'est pas la ville où je rêve de finir mes vieux jours. Voilà. On va dire ça gentil. Oui, mais justement, le jour où on a fait l'interview de Volodymyr Zelensky, 2 jours avant, il y avait eu une frappe sur un hôtel de son quartier, où il avait l'habitude, il nous l'a raconté d'ailleurs, où il avait l'habitude d'aller avec ses copains. Et c'est vrai qu'au tout début de la guerre, Kryvyi-Rih a été touché. Et c'est une ville, hélas, qui évolue depuis 4 ans. Avec la guerre, c'est-à-dire que moi j'y suis retournée en décembre 2025. D'abord, c'est une ville qui ne perd pas d'habitants parce que c'est une ville refuge pour beaucoup de réfugiés de Kherson. Il y a beaucoup de réfugiés qui arrivent à Kryvyi-Rih. Et puis, la dernière fois que j'y suis allée, c'était en décembre. Et quand il y a des alertes en Ukraine, Anna, c'est ça mieux que moi, votre GPS est brouillé. Vous savez plus, vous pouvez plus vous servir de. Et donc, comme l'a dit Yves, c'est les grandes rues de Kharkiv font plus de 100 km. Et il n'y avait plus d'électricité. Et le GPS était brouillé. Et là, j'ai eu un sentiment très particulier où, en fait, on a dû s'arrêter. On était perdus dans la ville. Il faisait noir à 6 heures du soir. Plus de GPS. Et cette cité minière qui est déjà noire, sans qu'il y ait la guerre, et ben, tout d'un coup, c'était vraiment les ténèbres, quoi. Alors évidemment, on retrouve dans cette ville ce qu'on retrouve dans toutes les cités minières du nord de la France, par exemple. Je pense que quand Yves disait Kryvyi-Rih, c'est vraiment comme si on dit ah ouais, d'accord, tu habites Maubeuge, quoi. C'est à peu près ça, hein, pour l'élite de Kiev ou de Lviv ou etc. C'est Kryvyi-Rih, mais j'ai jamais mis les pieds là-bas, etc. Parce qu'il y a toute une partie du pays qui ne connaissait pas l'est du pays. C'est ça aussi qui m'a frappée. Il y a beaucoup de gens qui, hélas, à l'occasion de la guerre, ont découvert aussi leur pays. C'est-à-dire ils se sont, voilà. Et donc, c'est l'anecdote que raconte Yves me paraît très juste. Effectivement, on était avec un habitant de Kiev qui ne connaissait pas la ville. C'est quand même pas riant, quoi. Je voudrais me tourner de nouveau vers Anna pour la question suivante. Vous l'avez un petit peu évoquée, mais qui est, je dirais, deux perceptions, je dirais presque contradictoires par rapport à la situation aujourd'hui en Ukraine, si on parle du front, de la guerre. On entend de plus en plus dans les médias en France, peut-être ailleurs aussi, l'expression enlisement, que ça n'avance pas, voire même que l'Ukraine n'est pas en train de gagner. Et dans l'entretien que vous avez accordé, toujours le même entretien avec Pierre Aski, vous disiez tout à fait autre chose dans la perception qu'on a en Ukraine, c'est-à-dire d'abord la fierté d'avoir tenu et la conviction qu'on tient. J'aimerais bien que vous développiez ce point. Merci beaucoup. Oui, il y a, vous voyez, quand on regarde les cartes du front dans les médias, il y a souvent cette idée qu'on a un front qui ne bouge pas. Et donc, quand on dit un front qui ne bouge pas, on parle de guerre enlisée et on a l'impression qu'il ne... C'est une image très statique, comme si deux armées se faisaient face. Or, en fait, sur ces 4 ans de guerre de haute intensité, le front, voilà, sur qui ces 3 dernières années n'a plus beaucoup bougé, en fait, ça veut dire que l'armée ukrainienne est en permanence capable de repousser des assauts de plus en plus puissants d'une armée russe de plus en plus nombreuse. Donc c'est pas du tout, en fait, c'est pas du tout un front statique. C'est au contraire, en fait, la capacité à faire face à ce qu'on appelait la deuxième armée du monde. Je pense qu'on ne l'appellera plus la deuxième armée du monde en tout cas, voilà, dans les années qui viennent, c'est certain. J'espère que... non, je ne vais pas... Et donc, rien que cela, si vous voulez, c'est déjà une forme de victoire. Avoir tenu là où personne ne s'attendait à ce que l'Ukraine tienne. Parce que, pas une armée puissante, pas une économie super, avec des ressources qui pourraient être mises au service d'un complexe militaro-industriel, pas un État perçu comme super solide, pas une population très nombreuse, et pourtant... L'Ukraine aussi considère que, en fait,
comment dire, se considère victorieuse aussi, dès aujourd'hui, en fait, de la Russie d'une autre manière. Vous l'avez vu dernièrement, la Russie attaque sa stratégie sur ces dernières semaines et derniers mois est d'attaquer de plus en plus les infrastructures civiles. En parallèle de ce qui se passe sur le front, en fait, on va taper les lieux critiques pour l'électricité, que ce soit voilà, les centrales, les transformateurs, les stations à différents endroits, que ce soit les infrastructures de chauffage, et on est sur un hiver froid, des infrastructures d'eau, mais aussi les hôpitaux, mais aussi tout un tas de lieux critiques en fait, pour la vie quotidienne. L'objectif est de rendre impossible la vie normale en fait, des Ukrainiens, de effacer ce qui fait leur quotidien, pour qu'en fait la vie ne soit plus que guerre, qu'il n'y ait plus que la guerre dans leur existence et que ça leur soit insupportable. Sur toutes les années qui ont précédé, la Russie n'a pas réussi à faire ça. Les gens qui se promènent, qui viennent en Ukraine depuis le début de la guerre, pour la première fois, à chaque fois, au retour, ils ont ce commentaire « je m'y attendais pas du tout », ces cafés qui sont ouverts, ces festivals qui ont lieu, ces librairies qui sont remplies, cette vie normale qui continue. La vie normale qui continue, c'est une manière de résister, c'est-à-dire de mettre en échec le projet de la Russie de détruire la vie quotidienne des Ukrainiens. Donc ça aussi, vous voyez, ça c'est en soi une victoire. Aujourd'hui, les températures, vous voyez, la situation de l'électricité et du chauffage est encore extrêmement compliquée en Ukraine, mais les températures se sont un petit peu radoucies. Et j'entends beaucoup d'Ukrainiens dire on a tenu, même là avec ces frappes terribles, on a tenu cet hiver-là. Enfin, voilà, on a survécu un autre hiver. Et puis la troisième victoire, je pense, de l'Ukraine, c'est que la Russie n'a absolument pas réussi, et ça c'est un travail qui a été mené par l'État russe depuis 2014, de manière méthodique et successive, la déstabilisation interne et la division du pays. Créer des îlots à partir desquels, en fait, l'Ukraine pourrait être infectée par un doute, par un manque d'allégeance à son pays, par une amertume. Et en fait, aujourd'hui, je pense que la guerre crée toujours de l'unité, hein, mais à mon avis, ces 12 années de guerre ont montré aux Ukrainiens qui n'étaient pas aussi divisés qu'ils pensaient l'être. Avant 2014, on entendait souvent les Ukrainiens eux-mêmes dire l'Est, l'Ouest. On a cette division fondamentale. L'État et les citoyens ordinaires. Enfin, il y avait tout un tas de divisions comme ça dans la société. Aujourd'hui, en fait, le clivage Est-Ouest a disparu. Ce qui compte, en fait, ce n'est pas d'où on vient, on se sent partie prenante d'un même pays. Alors, l'Est est quand même, enfin, la partie Est du pays a connu des destructions et connaît des destructions considérables. Donc, bien évidemment, vous avez une différence fondamentale aujourd'hui entre la vie à l'Est du pays et la vie à l'Ouest. Mais le sentiment d'appartenance, lui, n'a plus grand-chose à voir avec la région d'origine. Et de même, en fait, les citoyens aujourd'hui, quand j'interrogeais les Ukrainiens en 2014, pourquoi ils s'engageaient, ils me disaient « je ne m'engage pas pour l'État. L'État, c'est un corps étranger en fait sur notre territoire. Je m'engage pour mon pays, pour mon village, pour chez moi, pour protéger ma maison contre la Russie. » À partir de 2022, c'est complètement un autre discours qui me tiennent. Ils me disent en fait c'est notre État. L'État, c'est nous. On doit protéger, ça fait partie de de la richesse et de ce qui nous sommes. Et donc je pense que Vladimir Poutine est arrivé à l'objectif inverse de celui qui s'était fixé. Il voulait détruire l'Ukraine, je pense qu'il l'a considérablement renforcée. Et sur ce point, d'ailleurs, Madame l'ambassadrice l'a évoqué, la saison culturelle ukrainienne en France,
qui souligne effectivement la vitalité de la culture ukrainienne. Et je pense qu'elle prend toujours plus d'ampleur. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous entendre justement sur cette richesse de la culture ukrainienne et puis les témoignages aussi de Ariane, Yves, Tatiana, peut-être sur cette vitalité. Alors, je ne sais pas, Anna, peut-être si vous pouvez nous dire quelques mots, parce que je crois que vous participez à cette saison, vous êtes intervenue à plusieurs reprises. Oui, tout à fait. Et vous voyez, moi, quand je vais en Ukraine, j'essaie beaucoup d'aller dans les librairies et de ramener des nouvelles parutions, ramener des choses qu'il faut garder, parce que les tirages ne sont pas très importants, tous les livres n'existent pas sous forme électronique, et si on ne l'a pas attrapé au moment où il a paru, il y a des chances qu'on ne le retrouve pas forcément après. Je ne peux plus, en fait, utiliser ma valise pour ramener les livres des librairies ukrainiennes. Je vais très fréquemment en Ukraine, et pourtant, à chaque fois, je fais un carton et je l'envoie par la poste. Heureusement, il y a un service postal nouveau qui est apparu en Ukraine, qui est extrêmement efficace, et ça aussi, c'est un miracle, en fait. C'est un miracle. C'est un service postal qui va livrer, en fait, des colis au plus près du front, où les familles peuvent envoyer des choses jusqu'au front. Mais vous voyez, donc on a cette production littéraire, parce que les gens ont besoin, en fait, de donner du sens à ce qui leur arrive. Et la population ukrainienne est une population très urbanisée, très éduquée, et donc, en fait, l'art devient absolument central pour faire passer ce sens. Aujourd'hui, une grande partie des films qui sont produits, une grande partie des livres qui sont écrits, une grande partie des musiques qui sont composées parlent de la guerre d'une manière ou d'une autre. Donc la guerre et faire sens de la guerre est ce qui est vraiment le plus important. Mais je crois qu'aujourd'hui, les Ukrainiens, et c'est ça qui est formidable, ne parlent plus seulement entre eux d'une expérience qui est la leur. Ils parlent aussi de manière plus universelle, je pense à nous tous, sur ce que ça veut dire, en fait, une expérience extrême, sur ce que ça crée, sur ce que ça fait à l'être humain. Et ils le disent parfois avec des mots qui sont compréhensibles à tout un chacun, quel que soit le pays européen où on est. Je vous donne un exemple d'une traduction récente en français. Vient d'être publié chez Gallimard, un livre de deux philosophes, Volodymyr Yermolenko et Tetiana Ogarkova, qui a été traduit sous le titre « La vie à la lisière ». Ce sont deux universitaires, l'un est philosophe, l'autre est spécialiste de littérature. Depuis le début de la guerre, l'une de leurs activités, ils sont restés en Ukraine, leurs 3 filles sont restées en Ukraine, leurs 3 enfants sont restés en Ukraine. L'une de leurs activités pendant la guerre, c'est collecter de l'argent avec lequel ils vont acheter et faire venir des voitures d'occasion, souvent des 4x4 d'occasion qui vont ramener eux-mêmes, qui vont conduire eux-mêmes jusqu'au front pour les laisser aux unités combattantes. Et puis revenir et puis recollecter de l'argent. Et à chaque fois qu'ils vont dans une ville ukrainienne au plus près du front, qu'est-ce qu'ils font ? Ils organisent une soirée littéraire. Ils organisent une soirée littéraire et pour eux, vous voyez, les deux en fait sont des manières très importantes. Donc ce livre raconte ces voyages d'un jeune couple au bord de voitures d'occasion pour parler littérature au plus près du front. Ariane, vous avez envie de réagir ? Oui, parce que il se trouve que je les ai croisés en décembre à Kharkiv. Ils faisaient une lecture à la bougie. Il y avait un petit orchestre. Il y avait le grand poète de Kharkiv, Sergueï Zhadan, qui était là. Et dans la même journée, le lendemain, il y avait un débat littéraire pour savoir si les écrivains de la résistance fusillée de 1930, on pouvait dire qu'au fond, il y avait une sorte de remake aujourd'hui ou pas. Et il y avait, je ne sais pas, peut-être 40 écrivains qui étaient là réunis dans une petite salle pour débattre de ce sujet. J'ai trouvé ça absolument incroyable. Et c'est vrai que vous disiez le renouveau de l'art, de la culture. Par exemple, je me souviens très bien que ce philosophe, Volodymyr Yermolenko, il m'avait raconté, quand je suis arrivée en Ukraine, il m'avait dit, il faut que tu comprennes une chose, l'État ukrainien, il s'est constitué autour d'un poète, c'est Tchevchenko, c'est le 19e siècle, et si tu ne comprends pas ça, si tu ne vois pas que l'Ukraine s'est constituée autour de littérateurs, de poètes, etc., si tu penses
à l'Ukraine comme tu réfléchirais à l'État ukrainien, comme tu réfléchirais à l'État français, tu comprendras rien, je me souviens. Et en fait, c'est vrai que depuis la guerre, par exemple, le renouveau de la poésie, l'essor de la poésie, parce que c'est au fond aussi très pratique. Il y a aussi des soldats au front qui, sur leur téléphone, font de la poésie, ou alors quelqu'un qui fait des longs voyages comme eux-mêmes, parce qu'ils avaient effectivement une sorte de petit combi, l'équivalent d'un combi Volkswagen dont ils servaient avec leur fille avant la guerre et qui maintenant leur sert effectivement à aller voir des gens sur le front, leur apporter des jerrycans. Je les ai vus apporter des jerrycans d'essence, un petit peu de choses à manger, etc. Et de voir ces deux universitaires, lui philosophe, elle spécialiste de littérature, se transformer effectivement en personnes qui convoient des voitures, je trouve que ça raconte très bien l'Ukraine. Oui, non, je suis allé voir avant-hier à Paris un jeune garçon de 23 ans sur scène, originaire de Odessa, qui, le 24 février 2022, était étudiant à Moscou depuis 3 ans dans une école d'art dramatique très prestigieuse qui s'appelle GITIS. C'est bien le nom, GITIS, hein, qui a été fondé, je crois, par Stanislavski, Tchekhov. Et le 25 février, le lendemain, il devait jouer la Mouette. Et finalement, c'est l'histoire de son arrivée en France. Il ne parlait pas un mot de français. Et évidemment, qu'est-ce qu'il a à dire aujourd'hui? C'est ce que disait Anna, c'est-à-dire que tout tourne autour de la guerre. Et il a fait un spectacle uniquement en français. Il parle parfaitement le français avec un très léger accent. Ce spectacle est bouleversant. Il y a des échanges culturels qui se font évidemment entre la France et l'Ukraine. Le Théâtre du Soleil avec Arlène Mouchkine notamment, dans un sens comme dans l'autre. Et voilà, donc pour moi, le Conservatoire national d'art dramatique, où c'est actuellement l'objet du film que je suis en train de tourner, accueille chaque année des élèves ukrainiens. En général, évidemment, ce sont plus des élèves comédiennes que des élèves comédiens. Et même si c'est discret, même si les manifestations pour Gaza réunissent plus de monde que les manifestations pour l'Ukraine ou pour l'Iran, il y a quand même aujourd'hui, en France quand même, il y a moins de drapeaux ukrainiens qu'on a pu en voir à Tbilissi ou à Chisinau. Mais voilà, le spectacle que j'ai vu il y a 2 jours de ce garçon qui aujourd'hui a 23 ans, qui parle français et qui était un grand amoureux de Tolstoï, de Tchekhov, de Dostoïevski, et qui a divorcé avec la langue russe, qui était sa langue maternelle. Il est d'Odessa, sa mère était russophone, et qui dit « Maintenant, je n'écrirai plus qu'en français ». Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais ça m'a bouleversé. C'est dans le film que nous allons voir, il se termine par une chanson en langue russe, tirée de la série Serviteurs du peuple, qui pose effectivement la question linguistique. On pourra peut-être y revenir tout à l'heure, mais j'aimerais me tourner vers Tatiana, cette fois-ci, rebondir un peu sur ce que vous nous disiez par rapport au regard qu'on a ici, peut-être en Bulgarie, et ça peut être intéressant de voir ça en miroir avec d'autres pays européens, avec mon pays, la France. Comment le conflit est perçu? Est-ce que vous pensez qu'il y a eu, vous l'avez un peu dit, mais est-ce que vous pensez qu'ici en Bulgarie, il y a eu une évolution depuis 2022 sur le regard qu'on peut avoir sur la guerre d'agression? Vous avez évoqué des sondages, les opinions publiques. Comment peut-être les courants politiques se précisent, les milieux culturels, et puis peut-être aussi l'image qu'on a ici en Bulgarie de Volodymyr Zelensky. Est-ce qu'on le connaît? Est-ce qu'on en parle? Voilà. Beaucoup de questions peut-être dans le désordre, mais voilà, on serait vraiment très, très heureux de vous entendre avec votre regard à vous en tant que... Oui. Ben, mon regard, soit il puise ce qu'il a à dire des chiffres, soit de l'opinion personnelle, du sentiment personnel que j'ai en lisant les forums, par exemple, dans les réseaux sociaux, etc. Et là, il y a une disproportion dont je vous ai parlé la première fois. Mais
vous m'avez fait penser à une chose en évoquant le rôle de la culture dans le quotidien ukrainien. En fait, c'est une manière de contourner complètement le discours russe, de le mettre à l'envers. Parce que le discours russe, d'habitude, quand on accuse la Russie de l'agression, la réponse, en tout cas dans mon pays, là où on est maintenant, c'est mais vous êtes russophobe, vous ne connaissez pas la culture russe, enfin, c'est le discours qu'on entend. Alors que là, ce que vous évoquez, c'est par exemple, il y a un exemple donc de quelqu'un qui a divorcé avec la culture russe, mais qui quand même est complètement adonné, je veux dire, qui s'est investi complètement dans la culture en général. Ce besoin d'écrire des livres, de les éditer, de les publier, de les montrer au monde, si vous voulez, de mettre les bougies dans les librairies. Ce sont des détails qui me donnent au contraire une très bonne idée d'un peuple qui se bat non seulement sur le front, mais aussi sur le front, si je peux dire, culturel, je veux dire en général. Et vous avez dit, ils ont décidé de mettre en échec le but de la Russie. Et là, dans ces détails-là, j'entends tout à fait ce que vous avez dit. C'est tout ce que je voulais, en fait, rajouter. Merci beaucoup. Je me tournais de nouveau vers Anna. J'ai posé la question linguistique, la question de la langue russe. Et tout récemment, vous avez rédigé une réflexion, je dirais, sur la base d'un entretien tout à fait intéressant sur ce qu'il dit, à mon avis, entre une personne ukrainienne et une personne russe. Et la personne russe en question était de la Russie, de l'opposition et de l'exil, je crois, un échange. C'était une vidéo, en fait, je pense, qui dure longtemps, où les deux personnes qui sont vraiment de bonne volonté, toutes les deux, échangent, cherchent à se comprendre. Et il y avait une forme d'incompréhension des deux côtés. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Parce que je pense que ça raconte aussi quelque chose sur le rapport à la langue russe aussi et à la culture russe. Alors là, c'est pas une histoire de langue, c'est bien plus fondamental que ça en réalité. Mais on pourra parler de la langue également parce que c'est une question effectivement intéressante. Juste avant de venir, j'ai écouté un long entretien entre une journaliste russe d'opposition, extrêmement connue, qui fait un format, ces formats longs sur YouTube, où pendant 1 heure, 2 heures, l'intervieweur en fait cherche à comprendre son personnage profondément. Voilà. Non, Gardieva, ouais. Et cette fois-ci, la personne qu'elle avait en face d'elle était un collègue et un compatriote. C'est-à-dire qu'il s'agissait d'un journaliste russe qui avait travaillé sur la chaîne d'opposition Dost pendant plusieurs années, qui s'est marié avec une journaliste ukrainienne, une des plus grandes journalistes ukrainiennes du pays, Natalka Goumenyuk, qui s'est installée en Ukraine pour couvrir l'Ukraine, et puis qui, à partir de 2023, a décidé qu'en fait sa place n'était plus dans les médias, mais sa place était au front. Et la place de ce jeune homme russe au front n'était pas du côté de la Russie, mais du côté de l'Ukraine. Il s'est engagé dans l'armée ukrainienne. Et il est désormais combattant de l'armée ukrainienne. D'abord, il a été pilote de drone, puis blessé, en fait, et maintenant il fait d'autres choses organisationnelles. Et ce qui pour moi était complètement frappant, donc on avait deux Russes qui se parlaient en fait et qui avaient deux visions de la guerre radicalement opposées, où le journaliste devenu soldat disait je ne vois pas de chose plus juste à faire aujourd'hui face à cette agression que mon pays a lancée contre l'Ukraine que de m'engager du côté de l'agressé, que de prendre les armes. Je pourrais être journaliste, je pourrais parler à un public russe, mais je pense qu'aujourd'hui, l'intensité de l'agression est telle
que j'ai besoin de la seule chose qu'un être humain digne peut faire, c'est d'être au front. Et il y avait une incompréhension fondamentale de l'autre côté, du côté de la journaliste russe, pourtant très opposée au pouvoir russe, pourtant en exil, qui avait une grande difficulté à se dire que les armes, en fait, sont une solution. Ou en tout cas, que les armes sont... Qu'il y a un moment, en fait, dans une vie... dans une histoire du pays et une histoire personnelle, qu'il n'y a pas d'autre issue que de prendre les armes pour se défendre quand on vous attaque avec des armes. Elle avait beaucoup de mal à comprendre ça, et je rencontre beaucoup de Russes qui ont beaucoup de difficultés à comprendre pourquoi les Ukrainiens, en fait, résistent avec les armes. Et je pense qu'on est là sur une question qui est la nôtre depuis au moins la Première Guerre mondiale. Comment est-ce qu'on peut être profondément attaché à la paix, profondément pacifiste, et en même temps, à un moment donné, considérer qu'il n'y a pas d'autre choix que de devenir soldat et de partir au front. Il y a un autre écrivain ukrainien qui a été traduit en français, dans un livre assez léger et assez intéressant, facile à lire. Il s'appelle Artyom Tchapaï. Et le livre, ça a une très jolie traduction en français. C'est le même titre en ukrainien, mais en français, il a un joli titre. Les gens normaux ne portent pas de mitraillette, ou les gens ordinaires ne portent pas de mitraillette. Où ce jeune homme, écrivain et militant d'extrême gauche, un peu anarchiste, en fait, à un moment, très, très, très rapidement, en 2022, s'engage dans l'armée ukrainienne parce qu'il n'y a que ça à faire. Et je pense que voilà, ça nous amène, au-delà du dialogue difficile entre différentes conceptions de ce qu'on fait dans la guerre, je pense que ça nous amène aussi à notre très grande difficulté à penser la guerre comme de retour, comme quelque chose qui peut faire l'ordinaire de notre quotidien aujourd'hui dans un pays européen. Et de se dire que, bah oui, en fait, on est revenu à des temps, peut-être que c'est un moment provisoire, peut-être que ce qui était un moment provisoire, en fait, c'est le temps de paix. Peut-être qu'en fait, voilà, on se trompe de provisoire. Mais en tout cas, on est aujourd'hui dans des temps où aujourd'hui en Europe, on peut être profondément pour la paix et considérer que la seule chose possible, c'est de prendre les armes. Et pour faire le lien avec Zelensky, parce que je pense qu'il faut faire le lien avec Zelensky, et le lien est très intéressant ici, vous allez voir dans le film à quel point absolument rien ne préparait cet homme à être un chef de guerre, à quel point il n'est pas un chef de guerre, mais à quel point en fait il n'y a juste pas d'autre solution. Il ne décide pas de se transformer. C'est juste que la situation dans laquelle se retrouve son pays ne lui laisse pas de choix. Et cette transformation est d'autant plus profonde qu'elle n'est pas opportuniste, qu'elle n'est pas décidée et qu'elle est juste un non-choix. C'est la Russie qui a choisi pour eux quelque part. Merci. Alors peut-être un dernier commentaire pour ce que disait Anna, pour chacun d'entre vous. Juste pour rebondir sur ce que disait Anna, effectivement, il est de cette génération qui pensait qu'il n'y aurait jamais de guerre. Et d'ailleurs, il ne fait pas son service militaire. Donc ça paraît absolument invraisemblable aujourd'hui quand on y pense, mais il se débrouille avec un de ses meilleurs copains pour passer entre les mailles du filet, parce que jamais dans son... Mais c'était aussi vrai de notre génération européenne, où nous on a grandi aussi avec l'idée que c'était la fin de l'histoire, c'était le titre du livre de Fukuyama, il n'y aurait plus de guerre, que c'était la fin du tragique. Et de son côté, effectivement, le jeune Zelensky, à 20 ans, eh bien, il passe entre les mailles du filet, il ne fait pas la guerre. En revanche, quand le 24 février 2022 arrive, il est là, il se montre, et il se montre d'ailleurs aussi, je n'ai pas pensé à le dire, il se montre aussi, parce qu'on a complètement oublié que dès le 24 février 2022, il y a des tas de fake news, et la propagande russe dit qu'il a fui, et il veut montrer, par la petite vidéo qu'il fait où il dit « je reste là », qu'effectivement, il est à Kiev. Je réponds à quelle question? Eh bien, en fait, sur au fond ce que disait Anna sur la guerre, en fait. Pour moi, c'est quelque chose évidemment de nouveau. J'avais tourné il y a longtemps, mais c'était pas cette intensité-là en Israël et en Palestine pendant la deuxième intifada.
Mais c'est la première fois, moi, qui ai filmé beaucoup d'hommes politiques, plus des hommes que des femmes, qui ai filmé le président François Hollande pendant 3 saisons, plusieurs mois. Mais là, c'est la première fois que je filme un homme qui est déjà entré dans l'histoire. Et ça, c'était une sensation que je n'ai jamais eue, que je n'aurai peut-être jamais, et de filmer l'histoire en train de se vivre. Voilà, ça, on en a la sensation au moment même où on filme, qu'on est déjà dans l'histoire. Et c'est un moment, c'est une chose qui est je ne trouve pas l'adjectif, qui est saisissante. Voilà. Tatiana, le dernier mot. En fait, j'ai une seule phrase, c'est que je vous envie que vous allez voir pour la première fois ce film. Moi, je l'ai vu 2 fois. Et c'était un choix. Je voulais voir une deuxième fois les réactions de Zelensky, l'histoire de ses copains, de ses anciens copains, et actuels aussi. Et moi particulièrement, je l'ai pas senti comme un film sur la guerre. Je l'ai senti comme un film sur un personnage qui est déjà entré dans l'histoire. Et que, comme vous l'avez dit, un sujet que je trouve complètement shakespearien, si je peux dire. Un personnage, pas un sujet. Merci Tatiana, c'est vrai que c'est un film formidable, vous avez la chance effectivement de le découvrir. Et